Bienvenue à nouveau dans l'émission et merci d'être avec nous. C'est un sujet fascinant, celui de l'ordre mondial selon la Russie et de la manière dont elle conçoit le rôle de la civilisation dans la nouvelle organisation du système international. Il semble que le discours civilisationnel en Russie rejette l'idée que la Russie ne soit qu'un État au sein ou même en orbite de l'ordre libéral dirigé par l'Occident. Au contraire, on voit apparaître cette rhétorique selon laquelle elle serait un État civilisationnel à part entière, avec ses propres valeurs, sa propre identité et sa propre voix dans le monde. J'aimerais donc que vous développiez certaines de ces idées concernant votre vision de l'ordre mondial russe. Oui, eh bien, tout d'abord, Glenn, merci de m'avoir invité. Comme vous le dites, il s'agit d'un produit de mon dernier livre intitulé « L'ordre mondial de la Russie, comment le civilisationnisme explique le conflit avec l'Occident ». J'y examine cette théorie du civilisationnisme. On peut l'imaginer comme une compétition entre deux visions différentes du progrès et de l'histoire. La vision du monde occidental dominante est, pourrait-on dire, une sorte d'idée à la Francis Fukuyama d'une trajectoire unilinéaire de l'histoire dans laquelle tout le monde avance dans la même direction et finit au même endroit, ce qui est normalement associé bien sûr aux institutions et aux valeurs occidentales. Ainsi, nous, l'Occident, représentons le modèle le plus progressiste, le plus avancé, que tout le reste du monde finira, tôt ou tard, par imiter. Le civilisationnisme rejette cette idée et affirme qu'en essence, il n'existe pas une seule civilisation. La civilisation au singulier n'existe pas. Il y a une multiplicité de civilisations différentes, et l'histoire se compose de toutes ces civilisations qui progressent chacune sur leur propre voie vers leur propre destination. Ce discours existe en Russie depuis environ 150 ans. Mais ce n'est vraiment que durant la dernière décennie que des responsables politiques russes de haut rang, y compris le président et certains de ses proches, ont commencé à utiliser ce langage et à le faire de plus en plus. Il s'est introduit dans les documents de politique d'État et a fait son apparition dans les programmes des lycées et des universités. Je pense que c'est clairement lié à des événements extérieurs, dans la mesure où le concept d'un monde multicivilisationnel correspond à l'idée d'un monde multipolaire. Autrement dit, un monde qui n'est pas dominé par un seul bloc, en l'occurrence l'Occident. En somme, pour nier l'hégémonie occidentale, on remet en question l'idée selon laquelle les institutions et les valeurs occidentales seraient universellement valides, et selon laquelle le modèle occidental serait celui que tout le monde devrait imiter. À la place, on propose une vision de l'histoire selon laquelle les États peuvent suivre leur propre trajectoire et sont donc en droit de rejeter l'hégémonie et les institutions occidentales afin de suivre leur propre voie. Cela reflète l'idée selon laquelle la Russie croit, ou du moins a intérêt à croire, en un ordre multipolaire, les institutions mondiales ne sont pas en termes dominées par les puissances occidentales. Eh bien, vous écrivez dans le livre que les États radicaux ont tendance à voir le monde tel qu'il devrait être. Eh bien, je suppose que c'est l'hypothèse qui sous-tend l'idée universaliste. Si l'on part du principe que le monde et la société doivent progresser selon une trajectoire déterminée, alors on définit les radicaux comme ceux qui concluent que tout ce qui entrave cette trajectoire doit être éliminé. Et cela ressemble un peu, comme vous l'avez dit, à l'ordre libéral international d'après la guerre froide, où tout ce qui ne s'inscrit pas dans cette trajectoire doit être écarté. Est-ce là la source du mécontentement de la Russie à l'égard de l'universalisme occidental, ou bien pourquoi existe-t-il un tel ressentiment envers cette idée universaliste? Eh bien, je pense qu'en partie, oui. Il existe, je crois, plusieurs modèles du concept universaliste,
Ils s'accorderaient tous à dire que nous allons dans la même direction. Mais ce qu'on pourrait appeler une version conservatrice de ce concept dirait oui, nous avançons tous dans la même direction et finirons au même endroit, mais nous partons de points différents. Par conséquent, nous devrions chacun trouver notre propre manière d'y parvenir. Et il ne faut pas chercher à précipiter les choses, car cela provoquerait une réaction de rejet et pourrait être dangereux. Voilà donc la version conservatrice de cette idée. La version plus radicale, elle, transforme le Est en un doit-être, parce que nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Nous devrions tous être les mêmes, et aussi rapidement que possible. Dans le cas russe, ce type d'universalisme plus radical a été associé à des événements révolutionnaires extrêmement perturbateurs. Remarquez bien sûr la révolution communiste, car le communisme était une sorte d'universalisme radical dopé aux stéroïdes. Puis bien sûr les années 90, lorsque l'utopisme radical du communisme a été remplacé par l'utopisme radical du libéralisme occidental de libre marché. Les Russes se sont désenchantés des deux. Ils ont d'abord perdu foi en le modèle utopique du communisme, puis l'expérience des années de 90 les a détournés de la version radicale du libre marché. Par conséquent, ce courant universaliste plus radical suggère non seulement que nous allons dans la même direction, mais qu'il faut accélérer le mouvement, et que la Russie doit désormais suivre à fond, n'est-ce pas? Ou même prendre la tête. Cette idée a été largement discréditée en Russie, et dès le milieu des années 1990, de nombreux intellectuels russes se sont mis à chercher des modèles alternatifs de progrès historique. C'est à ce moment-là que l'on voit apparaître toute une série de penseurs, en gros, le néo-eurasisme et d'autres courants similaires, qui pendant longtemps sont restés en arrière-plan sur le plan intellectuel. Ils reflétaient un mécontentement sociétal plus général à l'égard des modèles universels, mais eux-mêmes n'étaient pas acceptés par les autorités. Ce n'est que ces dernières années que les détenteurs du pouvoir ont commencé à ce modèle et à les utiliser à leur profit. Mais cette idée des débats intellectuels sur ce qu'est la Russie en termes de civilisation, cela remonte en grande partie au XIXe siècle, n'est-ce pas? Le développement signifie-t-il que la Russie devrait devenir plus européenne, à l'image de Pierre le Grand? Ou bien la Russie est-elle un acteur unique, une entité singulière, qui ne peut contribuer au monde qu'en suivant essentiellement sa propre voie? S'agit-il plus ou moins des mêmes idées qui ont été ravivées aujourd'hui? Plus ou moins. Je veux dire, on peut remonter cela aux deux débats entre les occidentalistes et les slavophiles au milieu du XIXe siècle. Il y avait toutefois une légère distinction à l'époque, dans la mesure où même les slavophiles avaient tendance à croire au progrès universel. Ils ne l'associaient simplement pas à l'Occident. Ils pensaient que le monde entier avançait dans la même direction, mais que cette direction ne suivrait pas le modèle occidental. Ils estimaient que le modèle occidental avait atteint sa fin avec Hegel, voire au-delà de Hegel. Ils croyaient que l'Occident n'avait plus rien à offrir, qu'il était devenu unilatéral, matérialiste, individualiste, irréligieux, et qu'il avait perdu ses repères spirituels. La Russie, en revanche, avait conservé ses repères spirituels et pouvait les ramener à l'Occident. Alors la Russie et l'Occident finiraient par suivre la même voie, mais ce serait une voie nouvelle, n'est-ce pas? Ce n'est que plus tard, avec des penseurs comme Danilevski et Leontiev dans les années 1870, que l'on voit apparaître cette idée selon laquelle, non, l'Occident et la Russie ne suivent pas du tout la même voie. Il ne s'agit pas pour nous de contribuer à un bien universel, car il n'existe pas de bien universel. Il n'y a que des biens civilisationnels particuliers. Et c'est vraiment à ce moment-là que ce type de pensée civilisationnelle très distincte entre en jeu.
Quant à aujourd'hui, il n'est pas toujours très clair ce que pensent les intellectuels et les politiciens russes lorsqu'ils parlent de ces questions, car d'un côté, ils nient l'existence d'un bien universel ou d'une civilisation universelle, mais de l'autre, ils parlent parfois de la civilisation au singulier. Ainsi, le civilisationnisme, comme toutes les idéologies, comporte, je pense, certaines contradictions internes. Mais il y a beaucoup de chercheurs en civilisation qui ont envisagé, en somme, les civilisations traversant ce cycle. Certains l'appellent le printemps, l'été, l'automne, puis l'hiver. Et l'hypothèse est que les civilisations finissent par s'épuiser. Le matériel peut épuiser le spirituel, ou une civilisation peut dépasser ses propres racines culturelles et, comme une plante, mourir. Est-ce en lien avec la relation à l'Occident? Comment le voyez-vous? S'agit-il du conservatisme culturel et de la tradition spirituelle russe face à la décadence de l'Occident? Ou considérez-vous le discours civilisationnel comme plus détaché ou indépendant de l'Occident? Ou bien se perçoit-il encore comme une sorte d'image en miroir? C'est une question difficile, car je pense que les civilisationnistes sont partagés sur le fait d'être entièrement découplés ou non. Certains aimeraient clairement que la Russie soit complètement découplée, mais d'autres, je crois, ne sont pas si sûrs que ce soit possible. Si l'on prend un exemple un peu extrême, Alexandre Douguine, il souhaiterait manifestement que la Russie soit découplée. Mais en même temps, il est assez évident qu'il ne pense pas qu'elle le soit. Selon lui, le problème de la Russie est précisément qu'elle ne l'est pas, qu'elle devrait l'être, et que tant qu'elle ne se découplera pas, elle ne pourra jamais avoir un avenir stable. On observe cela également chez certains penseurs isolationnistes ou civilisationnistes, qui affirment que tant que la Russie cherchera à obtenir la reconnaissance de l'Occident, et de nombreux historiens diraient que la politique étrangère russe a, au fil des années, largement consisté à rechercher cette reconnaissance, à gagner du statut aux yeux de l'Occident, à tenter d'obtenir la reconnaissance d'une égalité aux yeux de l'Occident. Les isolationnistes soutiennent que tant que cette démarche se poursuivra, la Russie rencontrera des difficultés, car elle n'obtiendra jamais cette reconnaissance et ne récoltera que compétition et conflit. Tu dois te couper complètement de l'Occident et suivre ta propre voie. Et c'est pour le bien des deux, je pense. C'était un symbole, tu sais, celui qui disait que la Russie et l'Occident sont comme deux porcs épics qui, pour vivre confortablement, doivent rester à une longueur d'aiguille l'un de l'autre. Donc, il y a ce point de vue qu'idéalement nous devrions être séparés. Mais en même temps, c'est pas très clair dans leur esprit que la Russie le soit vraiment. Et quand on regarde ce qu'ils essaient de dire sur la façon dont la Russie est différente, ils ont en réalité beaucoup de mal à trouver de bons arguments pour montrer en quoi la Russie est distincte, car beaucoup des arguments qu'ils avancent ne sont pas très convaincants. Je pense qu'il y a pas mal de... C'est davantage une tentative de construire une image de notre différence, tout en reconnaissant qu'en pratique, peut-être que nous ne le sommes pas tant que ça. C'est là, je suppose, l'une des contradictions internes du conservatisme en Russie. Si l'on veut préserver sa propre histoire et ses traditions, et considérer cela comme une voie unique pour la Russie, il faut aussi reconnaître qu'une grande partie de son histoire a été étroitement liée à l'Europe. De Pierre le Grand à Helsinki, il y a toujours eu cette Russie européenne qui, encore une fois, tout comme la Russie soviétique, si elle veut être conservatrice, doit aussi intégrer ces mouvements radicaux qui ont cherché à refaçonner la Russie. Mais vous avez un chapitre sur le pouvoir d'État et le message idéologique, et je trouve toujours la relation entre pouvoir et idéologie intéressante. Je veux dire, en Occident, la démocratie libérale
est véritablement défendu comme une valeur ou une idéologie à laquelle les dirigeants croient. Cependant, nous voyons aussi que les idéologies sont utilisées de manière instrumentale. Ainsi, en Occident, nous parlons d'hégémonie libérale lorsque nous voulons affirmer une hégémonie et légitimer l'usage de la force. Mais comment voyez-vous l'État russe utiliser l'idéologie pour, je suppose, affirmer son autorité à l'intérieur du pays et projeter sa puissance à l'étranger? C'est encore une bonne question. Je pense que fondamentalement, l'État russe, dans sa forme actuelle, n'est pas profondément idéologique. En fait, je pense qu'il est, dans une certaine mesure, presque anti-idéologique. La Constitution russe interdit d'ailleurs d'avoir une idéologie d'État. Un rapport intéressant a récemment été publié par Sergueï Karaganov et d'autres, souvent considérés comme des idéologues proches du Kremlin, dans lequel ils évoquaient la nécessité d'une idéologie d'État. Ce rapport était en réalité subtilement critique envers Poutine et l'État pour ne pas avoir admis qu'il devrait y en avoir une. Mais cela ne signifie pas que l'État russe soit entièrement dépourvu d'idéologie, car il est impossible pour une institution ou un État de fonctionner sans un ensemble de principes sous-jacents. Et je pense que le discours idéologique est devenu plus clair au fil des années. Cependant, dans quelle mesure cela reflète un véritable changement de conviction chez ceux qui détiennent le pouvoir, ou dans quelle mesure c'est le résultat de la reconnaissance de son utilité instrumentale, n'est pas évident. C'est peut-être une combinaison des deux. Mais à mon sens, l'idéologie n'est pas vraiment une motivation à l'action. L'État russe n'agit pas parce que son idéologie le lui dicte. L'idéologie sert plutôt de cadre pour justifier les actions devant les publics, tant nationaux qu'étrangers. Ainsi, les décisions prises par l'État russe le sont, pour la plupart, pour des raisons que la théorie des relations internationales qualifierait de réalistes, fondées sur les intérêts. Mais elles sont de plus en plus présentées dans un certain emballage idéologique. Ainsi, le conflit actuel avec l'Occident n'est pas idéologique en son essence. Il repose sur des perceptions divergentes des intérêts et de la sécurité. Cela dit, il a pris une dimension idéologique, car l'État russe doit le justifier autrement qu'en termes de politique, de puissance froide et pure. Son discours civilisationnel, l'idée que le monde ne progresse pas simplement dans la direction occidentale, s'allie de plus en plus à une rhétorique anticoloniale et à des références à l'Union soviétique comme héritière du mouvement anticolonial. Et cela est ensuite diffusé auprès des publics africains avec un certain succès. La Russie s'adresse aux populations et aux dirigeants africains en disant « Regardez, l'Occident est colonialiste. Ils veulent que tout le monde leur ressemble. Ils veulent vous forcer à suivre leur exemple. Ce sont des universalistes radicaux qui ne permettent pas un développement indépendant, alors que nous, la Russie, avons toujours soutenu l'anticolonialisme. Nous soutenons un ordre multicivilisationnel. Nous soutenons donc votre droit de faire les choses à votre manière. Et l'on peut voir à quel point c'est un outil politiquement utile pour conquérir les cœurs et les esprits dans le Sud global et éviter l'isolement total de la Russie sur la scène mondiale. Vous avez mentionné Karaganov, et il a donné une interview intéressante, je me souviens, en 2016, pour le magazine allemand Der Spiegel, où il expliquait, comme vous l'avez suggéré plus tôt, que nous avons déjà appris tout ce que nous pouvions de l'Occident. Il n'y a plus rien à en tirer. L'Europe que nous aimions a cessé d'exister dans les années 1950 et 1960. C'est celle-là que nous voulions rejoindre. Nous ne nous intéressons pas à cette nouvelle Europe, et il présentait essentiellement l'Occident comme spirituellement faible et vidé de sa substance. Je crois que le titre de l'interview était quelque chose comme « Nous sommes plus forts, meilleurs
et nous gagnerons, ou quelque chose dans ce genre. C'est en réalité un thème assez courant parmi les Russes conservateurs. Ils diraient « Nous ne sommes pas anti-européens, nous sommes anti-occidentaux, nous sommes contre ce que l'Occident est devenu. L'Occident n'est plus l'Occident. L'Europe était une société chrétienne. Elle défendait les valeurs familiales, elle défendait la nation, elle était patriote, hiérarchique, libérale, n'est-ce pas? Mais elle a cessé d'être tout cela. Elle est devenue la zone illibérale de la culture de l'annulation. Elle est devenue la zone des droits LGBT, et ainsi de suite. Et nous ne voulons pas de ces choses-là. Par conséquent, nous voulons l'ancienne Europe. Nous ne voulons pas la nouvelle Europe. Et certains diraient même, pour revenir à ce que vous disiez à propos de la Russie, que les conservateurs russes doivent se confronter à leur passé européen. Je pense qu'ils diraient, eh bien, nous sommes les vrais Européens à cet égard. La civilisation européenne est morte. Donc lorsque vous parlez des cycles de vie des civilisations, la civilisation européenne est soit morte, soit en train de mourir. Oui, c'est bien la contradiction que je voulais dire. Car parfois, dans ces tensions avec l'Occident, enfin tout au long de l'histoire, la Russie s'est présentée comme la véritable Europe. C'est quelque chose qui ne cesse de se répéter. En même temps, elle se présente aussi comme différente de l'Europe. Mais c'est bien ce que je voulais dire. Il y a presque une expression de mépris envers une Europe qui aurait essentiellement abandonné ses propres valeurs, devenue excessivement matérialiste, culturellement et spirituellement décadente. Et les guerres culturelles, bien sûr, sont devenues une sorte de plaisanterie, du moins dans l'espace médiatique russe. Mais comme vous l'avez dit, c'est un thème que l'on entend aussi parmi les dirigeants politiques, que les Européens ont rejeté leur propre culture, leur propre foi, leur propre structure familiale, la nation. Encore une fois, ce qui devrait être le plus sacré pour les conservateurs. Ainsi, on considère qu'il s'agit d'une civilisation qui a rejeté sa propre culture et ses racines, et qui, par conséquent, mourra inévitablement. Voyez-vous cela comme un avertissement ou comme le signe avant-coureur de ce que la Russie devrait éviter? Qu'est-ce qui devrait, selon vous, nourrir sa renaissance culturelle pour ne pas tomber dans le piège occidental? J'essaie simplement de comprendre. Eh bien, c'est certainement ainsi que beaucoup de civilisationnistes russes le verraient. Je veux dire, bien sûr, ils parlent du déclin de l'Occident depuis 150 ans. Même dans les années 1840, il y avait un certain Chigarov qui disait qu'on pouvait sentir l'odeur de la mort venir d'Europe. Donc, cet effondrement de la civilisation occidentale est prédit depuis très très longtemps. Mais c'est un thème récurrent. Et il est aujourd'hui assez couramment exprimé que l'Occident, comme vous l'avez dit, a abandonné sa propre civilisation et est condamné. Si la Russie veut survivre, elle doit suivre une voie différente. C'est d'ailleurs quelque chose qu'avait déjà exposé Leontiev dans les années 1870. Il a dit, vous savez, la civilisation occidentale, les civilisations ont une durée de vie naturelle d'environ 1000 ans, et la civilisation occidentale approche de sa fin. Donc la Russie a un choix. Elle peut soit rejoindre l'Europe et sombrer avec elle, soit adopter quelque chose de complètement différent et fonder une nouvelle civilisation. Mais cela pose un problème, car si votre idée est que les civilisations naissent et meurent, et que vous dites que la Russie est une civilisation distincte, alors elle est probablement aussi assez ancienne, et donc elle pourrait également être proche de sa fin. Ainsi, l'idée que beaucoup d'entre eux auraient serait, eh bien, nous devons construire une nouvelle civilisation pour renaître, n'est-ce pas? Mais ensuite, ils ont du mal à discerner exactement ce que cela serait. Mais cette focalisation sur une vision multipolaire du monde comme partie de l'ordre mondial russe
La voyez-vous comme étant fondée sur la nécessité de reconnaître la Russie comme une grande puissance? Ou s'agit-il plutôt de reconnaître la Russie comme une civilisation distincte qui ne devrait pas avoir à suivre les autres? Ou bien ces deux idées vont-elles de pair? Dans une certaine mesure, ces deux aspects vont de pair. D'un côté, les dirigeants russes ne veulent pas qu'on leur dicte leur conduite en matière d'affaires intérieures, n'est-ce pas? Ainsi, le civilisationnisme, le fait d'affirmer que l'on constitue une civilisation distincte, sert de justification pour expliquer pourquoi on ne suit pas, par exemple, certaines normes occidentales modernes. L'un des points clés concerne souvent les droits des personnes LGBT, qui sont très mis en avant dans ce discours. Ils diront, eh bien, vous faites cela, mais nous ne le faisons pas. Il faut donc justifier pourquoi on peut être différent, d'accord? Et aussi pourquoi, prétendument, on ne se conforme pas aux standards occidentaux de la démocratie libérale, n'est-ce pas? Alors, pourquoi avez-vous un système politique fortement centralisé dans lequel une immense quantité de pouvoir est concentrée entre les mains du président, par exemple, n'est-ce pas? Comment justifiez-vous cela? Eh bien, vous dites, nous sommes différents, notre société est différente. Notre histoire a montré que nous avons besoin de cette forme particulière de gouvernement, sinon la société sombre dans le chaos. Cela ne veut pas dire que vous en avez besoin, mais que nous en avons besoin. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire quoi faire, n'est-ce pas? Ainsi, si vous enveloppez cela dans un discours civilisationnel, cela revient à dire que différentes civilisations ont le droit à différentes formes de développement. Et cela justifie le fait de résister aux attaques ou aux accusations selon lesquelles vous ne respectez pas les normes universelles. Des normes universelles qui d'ailleurs sont associées à l'Occident. Ainsi, cela sert cet objectif en termes de justification de l'orientation politique intérieure. Cela justifie aussi, bien sûr, comme je l'ai dit, la résistance au niveau international contre ce qui est perçu comme un abus occidental de l'ordre international. La plainte ici serait que l'Occident dispose de toutes ces institutions. L'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies, et ainsi de suite, qui sont censés être au service de tous, mais qui, en pratique, ont tendance à être dominés par une partie du monde. Cette partie-là plie ensuite les règles chaque fois que cela l'arrange. Elle parle d'un ordre fondé sur des règles, alors qu'en réalité, ces règles sont continuellement pliées ou interprétées de manière à favoriser une partie du monde. Et cela provoque, vous savez, un certain ressentiment, ou du moins une incompréhension de ce qui se passe réellement. Que cela se produise ou non importe peu. Mais la perception que c'est ce qui se passe suscite du ressentiment en Russie et conduit à des revendications selon lesquelles, non, nous avons besoin d'institutions mondiales où le pouvoir est réparti de manière plus équitable, et où une partie du monde n'est pas en mesure d'imposer les règles à tout le monde ou de les modifier à sa guise quand cela l'arrange. Et c'est pour cela que l'on plaide en faveur d'un ordre multipolaire, parce que dans un ordre multipolaire, théoriquement, on a davantage voix au chapitre et on est moins susceptible d'être dominé par une seule partie du monde. Et le civilisationnisme, encore une fois, n'est qu'une manière philosophique de justifier cette position politique, adoptée en grande partie pour des raisons d'intérêt. Eh bien, sous l'Union soviétique, les soviétiques portaient une idée universaliste autour du marxisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée marxiste servait à mobiliser, je dirais, une opposition mondiale à l'Occident, anticoloniale, anti-hégémonique et visant un monde plus équitable. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce nouvel ordre mondial, c'est que la situation est très différente. La Russie est devenue, disons, une sorte de civilisation chrétienne traditionnelle, avec des valeurs distinctives,
Donc, encore une fois, très différente de l'universalité du passé. Cependant, dans son engagement avec l'Est, c'est-à-dire la Chine, ainsi qu'avec le Sud global, la Russie poursuit cette dynamique comme un moyen de rejeter l'universalité occidentale. C'est presque comme si les puissances civilisationnelles distinctes du monde s'unissaient contre cet Occident hégémonique. Car cela fonctionne toujours, n'est-ce pas, comme une coalition contre-hégémonique, puisqu'elle se place désormais dans le même camp que. Yes, it does. It's a counter-hegemonic coalition with the same people. C'est une coalition contre-hégémonique, composée en grande partie des mêmes acteurs qu'auparavant, mais fondée sur une base différente. Pendant la guerre froide, ce conflit pouvait être perçu comme une compétition entre deux universalismes, l'universalisme du communisme et celui du capitalisme. Aujourd'hui, il oppose un universalisme, celui de l'Occident, à un anti-universalisme de l'autre côté. C'est donc une compétition entre ceux qui croient en une histoire universelle et ceux qui la rejettent. En ce sens, bien que la coalition soit peut-être restée la même, sa base intellectuelle a profondément changé. Et c'est peut-être un changement intellectuel que nous, en Occident, ne comprenons pas pleinement, ou dont nous ne nous sommes pas encore rendus compte. Il existe encore ici une tendance à parler d'une compétition entre l'Est et l'Ouest, entre la démocratie et l'autocratie, comme s'il y avait un modèle, puis cet autre modèle, l'autocratie, que quelqu'un d'autre chercherait à imposer. Alors qu'en réalité, les civilisationnistes ne promeuvent aucun modèle. Ils rejettent toute idée de modèle, et ils diraient, eh bien, vous pouvez être autocratique si vous le souhaitez, ou ne pas l'être si vous préférez. C'est à vous de décider. Nous ne choisissons ni l'un ni l'autre. Je pense donc que nous interprétons mal la nature de la compétition. Nous imaginons qu'il s'agit d'un rejet de la démocratie, du libéralisme, et ainsi de suite. Mais les civilisationnistes ne disent pas cela, ou du moins pas tous. Beaucoup d'entre eux affirment, eh bien, si vous voulez être libéraux et démocratiques, soyez-le. Si un pays X en Afrique ou en Amérique latine veut être libéral et démocratique, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Il s'agit donc d'un autre type de compétition auquel nous n'avons pas encore pleinement pris conscience, je pense, et pour lequel nous sommes peut-être intellectuellement mal préparés. J'y ai souvent réfléchi aussi. C'est une faiblesse majeure. Parce qu'après la guerre froide, nous avons maintenu, par exemple, les lignes de division en Europe et nous avons aussi redéfini les clivages idéologiques. Au lieu d'opposer le communisme au capitalisme, nous avons reformulé cela comme une opposition entre démocratie libérale et autocratie. Et ce sont en quelque sorte les nouvelles divisions. Je comprends pourquoi c'est une manière séduisante ou attrayante de voir le monde, parce que, vous savez, qui préfère les autocraties aux démocraties libérales. Nous nous plaçons du côté des gentils. C'est une façon très commode de présenter les conflits mondiaux. Et c'est aussi un bon moyen de renforcer l'unité chaque fois que nous avons des tensions avec la Russie. Il suffit de dire « défendons nos bonnes valeurs » ou « opposons-nous à l'autocratie ». Mais comme vous le suggérez, nous pourrions nous illusionner, car ce n'est pas vraiment ce qu'ils défendent. C'est un rejet de l'universalisme. Et cela s'applique même à la Chine, je pense, dans une certaine mesure, car on suppose souvent qu'il s'agit des idéaux universalistes de l'Amérique contre, disons, les conceptions marxistes des Chinois. Mais les Chinois, ils tiennent désormais un discours très proche de celui des études russes. Chaque civilisation a sa propre voie de développement. Chaque civilisation devrait être une fleur distincte dans le pré. Et si elles étaient toutes identiques, ce serait presque comme l'absence de diversité biologique. Cela appauvrirait le monde. Donc je pense qu'en ignorant ce rejet de l'universalisme, nous pourrions encore finir par nous tromper nous-mêmes.
Je pense que nous le sommes dans une certaine mesure. Il existe cette idée selon laquelle il y aurait une alliance des autocraties, que les Chinois, les Russes et d'autres seraient alliés presque en raison de leur autocratie, qu'ils croiraient en l'autocratie et voudraient saper la démocratie libérale occidentale de l'intérieur et diffuser des idées autocratiques ailleurs, un peu comme l'ont fait les communistes. Mais en réalité, rien n'indique, d'après ce que j'ai vu, qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'en soucient, ou que ça soit en quoi que ce soit au cœur de leurs différends avec l'Occident. Exactement. Et oui, comme tu le dis, cela nous fait passer pour les gentils si nous présentons le conflit de cette manière. Mais ce faisant, nous le comprenons mal. Et cela, bien sûr, nous conduit à l'erreur, à mon avis. Nous pourrions en payer le prix fort à la fin. Et comme tu le dis, ce discours civilisationnel est utilisé ailleurs. Les Indiens l'utilisent, les Chinois l'utilisent. C'est devenu assez courant, ce qui est bien sûr une des raisons pour lesquelles les Russes ont peut-être aussi commencé à l'utiliser, parce qu'ils ont vu que c'est un discours qui séduit, n'est-ce pas? Et en utilisant ce langage, ils peuvent réellement gagner les cœurs et les esprits du Sud global. Alors que l'Occident, lorsqu'il prêche, disons, les valeurs universelles, a tendance à tomber sur un terrain stérile, car dans les anciens États coloniaux et les États qui furent d'anciennes colonies européennes, se faire dire que l'Occident est le centre de la civilisation passe généralement très mal. Ils répondent « Attendez, vous nous avez conquis, réduits en esclavage et tout le reste. Comment pouvez-vous nous faire la leçon sur les valeurs universelles occidentales et nous dire que nous devons vous ressembler? » Alors que le discours civilisationnel, lui, trouve peut-être un terrain plus fertile et a donc plus de chances de rallier cette partie du monde. Et en ne reconnaissant pas la véritable nature du débat intellectuel, nous le perdrons avant même qu'il ne commence, en réalité. Eh bien, c'est justement le problème. Peu importe à quel point les valeurs universelles sont bonnes ou profondes, elles ont aussi une fonction pragmatique. Autrement dit, si nous affirmons que les valeurs libérales démocratiques sont universelles et que nous en sommes les champions, les dirigeants, alors le monde entier doit être remodelé presque à notre image. Et vous savez, cela peut aussi signifier que d'autres pays deviennent de second ordre. Si vous avez une rivalité, par exemple, à propos de l'Ukraine, alors si les Russes acceptaient cette idée d'universalisme libéral démocratique, pourquoi l'Ukraine se tournerait-elle vers la Russie alors que les pays occidentaux sont plus libéraux démocratiques? En somme, cela semble aussi se traduire par un système d'inégalité souveraine, où évidemment, s'il n'existe qu'une seule voie de développement, et que nous sommes plus avancés, alors c'est à nous de remettre le reste du monde sur la bonne voie. Absolument. Cela favorise notre propre raison. Bien sûr, c'est un discours très populaire ici. Cela favorise notre propre hégémonie et nous permet de dicter aux autres. Mais je pense que c'est profondément ancré dans la mentalité occidentale. C'est le discours dominant, presque universellement accepté parmi la classe politique et intellectuelle. Bien sûr, il existe quelques exceptions, mais par exemple ici au Canada où je vis, je veux dire 99,9% de la classe politique voit le monde de cette manière. Et comme vous le dites, c'est potentiellement dangereux, car même si vous avez raison sur la supériorité des institutions et des valeurs occidentales, et même si vous avez raison de penser qu'il serait bénéfique pour d'autres de les adopter, tenter de forcer le rythme face à l'opposition risque de provoquer un conflit. Et si vous insistez pour que d'autres États se détachent de l'influence de grandes puissances qui ne sont pas des démocraties libérales occidentales, vous créez alors une menace pour la sécurité de ces puissances qui risquent de réagir contre vous. Ainsi, même si, d'un point de vue intellectuel ou philosophique, vous avez raison, d'un point de vue purement géopolitique, vous jouez un jeu très dangereux.
from a pure power politics perspective, you're playing a very dangerous game. Eh bien, j'ai remarqué que l'un des risques, c'est que, même si l'on pense qu'il n'existe qu'une seule voie vers le développement, cela peut se traduire par des politiques très destructrices. Par exemple, j'ai un jour demandé lors d'un débat à propos du conflit en Ukraine, maintenant que nous savons comment les choses se sont déroulées, si nous pouvions tout recommencer, soutiendrions-nous encore le renversement de Yanukovych en 2014, en sachant que cela mènerait à la guerre, à la destruction totale de l'Ukraine, à toutes ces morts, à toutes ces pertes de territoire? Je pense que oui. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent, eh bien, vous savez, c'est mieux qu'ils commencent au moins à emprunter cette voie vers l'orbite occidentale. Donc en somme, toute cette mort et cette destruction, c'est comme, oui, eh bien ça en vaut un peu la peine, parce qu'ils doivent aller dans cette direction tôt ou tard, puisque l'histoire ne peut aller que dans un seul sens. Ce qui suscite une certaine inquiétude, car pourquoi accepter le principe du compromis, des concessions et de l'harmonisation des intérêts de sécurité si l'on pense que la seule manière dont la paix perpétuelle peut se manifester est d'emprunter cette voie? Et s'il y a une guerre, alors c'est simplement ce que l'histoire exige de nous, sur ce chemin vers le même développement universel. Oui, je veux dire, cela reflète bien sûr la forme plus radicale d'universalisme dont j'ai parlé au début. J'ai mentionné qu'il existe aussi une version plus conservatrice de l'universalisme, qui dirait, eh bien, oui, nous allons tous dans la même direction, mais on peut y parvenir de différentes manières, et il faut avancer lentement et prudemment. C'était une option qui bien sûr s'offrait à nous, et qui l'est toujours, mais nous ne semblons pas disposés à l'accepter. En fait, il y a aussi ici un cercle assez vicieux. Lorsque l'on adopte la méthode radicale consistant à faire avancer l'histoire de force, on provoque une réaction. Mais ensuite, la résistance que vous rencontrez justifie intellectuellement votre méthode radicale, car vous dites, regardez, ils sont vraiment mauvais. Oui. Donc par conséquent, vous savez, nous avons raison de pousser dans ce sens. Et vous finissez par devenir encore plus radicalisé. On peut le voir, par exemple, en Géorgie, où le gouvernement géorgien ne rejette pas réellement cette politique d'européanisation et d'occidentalisation en théorie. Il affirme vouloir rejoindre l'UE et l'OTAN et tout le reste. Mais comme il dit, eh bien, nous ne voulons pas d'une autre guerre avec la Russie, donc nous allons procéder très prudemment. D'accord? Nous ne voulons pas être entraînés dans un conflit vers lequel, selon nous, l'humain nous pousse. Ils se font alors attaquer. Et des efforts sont déployés pour essentiellement les renverser, parce qu'ils ne sont pas assez radicaux, parce qu'ils sont des universalistes conservateurs plutôt que des radicaux. Et cet universalisme conservateur est simplement rejeté intellectuellement, autant que je puisse en juger, dans les couloirs du pouvoir. Parce que vous savez, cela exige de l'accommodement, cela exige l'acceptation de la politique de puissance, et il est donc perçu comme moralement compromis, et ainsi de suite. Je trouve cela quelque peu regrettable, mais c'est là où nous en sommes. Ce n'est pas seulement le facteur russe. Les Géorgiens sont également très déterminés à affirmer qu'ils possèdent leur propre tradition, leur histoire et leur culture, très anciennes, qui les rendent uniques. Ils n'aiment pas l'idée que la démocratie libérale soit une nouvelle forme de marxisme, quelque chose qui transcenderait l'histoire. Et je pense, vous savez, que ce n'est pas propre aux Géorgiens. On retrouve même ces éléments en Occident. La Hongrie, par exemple, dit que tout cet universalisme, on ne peut pas simplement effacer la tradition et l'histoire religieuse de notre pays. Ma dernière question concerne donc la guerre en Ukraine, car il semble que, bien sûr,
les considérations de puissance aient probablement déclenché cette guerre, dans le sens où la Russie ne pouvait pas accepter une incursion de l'OTAN en Ukraine, et tout ce qui s'ensuit. Mais on observe tout de même une certaine rhétorique civilisationnelle, surtout après l'invasion et à mesure que la guerre a progressé. J'ai trouvé cela intéressant, car nous avions également eu des références à la civilisation en Occident. Je me souviens qu'autour de 2013-2014, lorsque des efforts étaient faits pour pousser l'Ukraine à choisir entre l'Occident et la Russie, certains dirigeants politiques affirmaient que l'Ukraine ne devait pas seulement choisir un bloc, mais faire un choix civilisationnel. Cela a été répété. Et maintenant, on voit davantage de références à la civilisation du côté russe aussi. Dans quelle mesure voyez-vous cette idée d'ordre mondial et de civilisation se manifester dans la guerre en Ukraine? Eh bien, je pense que c'est en réalité essentiel. Car si l'on étudie l'Europe de l'Est, dans les sociétés post-soviétiques, le point de vue intellectuel des penseurs libéraux consiste largement à revenir à la civilisation, comme ils l'auraient appelé dans les années 1980 et 1990. L'idée est que la civilisation signifie l'Europe occidentale et qu'à cause du communisme, nous avons été en quelque sorte exclus de la civilisation et devons y revenir. C'est le rêve des intellectuels libéraux, revenir à la civilisation, devenir ce qu'ils appelleraient un pays normal, n'est-ce pas? Ce qui signifie essentiellement un pays d'Europe occidentale. Et l'on peut comprendre cette aspiration car, en observant depuis la fin de l'Union soviétique vers l'Europe occidentale, on pouvait évidemment en percevoir les attraits de bien des manières. En tant que personne ayant été étudiant de l'Union soviétique, vous savez, je suis convaincu de la supériorité du modèle occidental et des raisons pour lesquelles on voudrait l'imiter. Mais bien sûr, dès que l'on commence à regarder dans cette direction, il faut qu'il y ait une non-civilisation. Si l'on revient à la civilisation, il y a une non-civilisation, et cette non-civilisation, c'est la Russie. Ainsi, le renversement de Yanukovych et l'orientation politique ultérieure prise par l'Ukraine s'inscrivent entièrement dans une logique de retour à la civilisation, ce qui signifie faire partie de l'Europe, faire partie de l'UMR, faire partie de l'OTAN. Ce sont, pour employer un jargon académique, des objectifs ontologiques, et ils sont liés à toute une conception de l'identité, de l'essence de votre sens et de votre être, n'est-ce pas? Cela signifie vraiment quelque chose de crucial, de vitalement important pour eux, être reconnus comme faisant partie de cette communauté occidentale. C'est le rêve ultime, n'est-ce pas? Mais cela exige un rejet total, absolu de l'autre, de la non-civilisation, ce qui fait qu'il est inévitablement perçu par l'autre comme une menace. Peut-être ont-ils tort de le voir ainsi, mais cela enveloppe nécessairement le tout dans cette rhétorique civilisationnelle. Il y a la civilisation, l'Occident, qui est bonne, et il y a la non-civilisation, la barbarie. Ainsi, dans les théories anthropologiques traditionnelles du développement, on passe de la sauvagerie à la barbarie, puis à la civilisation. C'est comme un processus en 3 étapes. Aujourd'hui, la Russie, c'est la barbarie. Et on peut le voir dans toute la rhétorique si courante dans la presse occidentale et chez les politiciens occidentaux. Et c'est presque le cadrage nécessaire de la question. Ainsi, en ce sens, il est assez intéressant de constater que, bien que ce soit les Russes qui utilisent une rhétorique civilisationnelle pour justifier leur conception de l'ordre mondial, l'Occident revendique une sorte de vision universelle de l'histoire. En même temps, ce langage civilisationnel est également employé par des personnes en Occident, mais bien sûr, avec une signification légèrement différente. Plutôt que d'accepter l'existence de multiples civilisations, ils estiment qu'il n'existe qu'une seule civilisation. Point final. Et cela, bien sûr, provoque inévitablement des conflits avec ceux qui sont rejetés.
Cela ne justifie pas une réponse extrêmement violente à ce rejet, mais cela contribue peut-être à l'expliquer d'une certaine manière. It perhaps helps cause it in some way. Yeah. No, well, that's what I meant. I've seen not just Oui, non. Enfin, c'est ce que je voulais dire. J'ai vu non seulement des commentateurs en Occident, mais aussi des dirigeants d'État chercher essentiellement à dénigrer la culture russe comme moyen de renforcer la logique ou les arguments en faveur de la poursuite de la guerre. Mais ensuite, de l'autre côté, du côté russe, on voit aussi cela lorsqu'ils ont pris certains villages ou certaines villes. Ce n'est pas seulement le drapeau russe qui est hissé. Au début, on voyait beaucoup de drapeaux soviétiques pour montrer le lien civilisationnel ou historique avec ces terres. Mais plus récemment, on voit davantage de drapeaux représentant le Christ et, oui, quelque chose lié à l'Église orthodoxe. Et donc encore une fois, lorsqu'on entre dans ces territoires qui étaient autrefois ukrainiens, il faut montrer pourquoi ils font en réalité partie de vous et non de la décadence des banderas ou de l'Occident. C'est essentiellement le monde russe qui revient. C'est donc assez fascinant de voir que ça se manifeste même sur le champ de bataille, je suppose. Oui, la symbolique est étrange. J'ai vu une fois une vidéo d'un village que les Russes avaient capturé, et sur le même bâtiment, à une extrémité, il y avait un drapeau soviétique, et à l'autre extrémité, un drapeau impérial russe. Sur le même bâtiment, n'est-ce pas? Eh bien, j'imagine que ça a du sens pour eux. Eh bien, oui, comme tu le sais, j'ai écrit un livre, tout comme toi, sur le conservatisme russe. Et si l'on veut construire le conservatisme, on s'appuie sur le passé, c'est la stabilité du présent, l'ancrage dans le passé. Et quand on est un pays comme la Russie, avec une histoire aussi révolutionnaire, où l'on passe d'un extrême à l'autre, il faut intégrer toutes ces factions dans un récit national unique. Je pense qu'à ce stade, il peut être déroutant de voir le drapeau soviétique à côté des drapeaux de l'Église orthodoxe et du Christ, puis certains drapeaux impériaux russes. Mais encore une fois, c'est en quelque sorte ce à quoi le conservatisme se traduit en Russie, ce qui est fascinant. Et c'est donc un rejet de l'approche libérale occidentale que l'on observe ici, une approche qui implique la décommunisation et en somme, une négation complète des symboles du passé. L'idée est que la mentalité du passé est ce qui empêche de développer l'avenir. C'est donc très différent. On peut voir cela se manifester en Ukraine. Le modèle conservateur de la Russie, qui affirme qu'il faut d'une manière ou d'une autre intégrer toutes les composantes de son passé, impérial, soviétique, post-soviétique, et les réunir, car c'est ce que l'on est. Et le modèle post-Maïdan de l'Ukraine qui dit non, il faut décommuniser et repartir essentiellement de zéro. Ainsi, deux modèles de développement très différents se jouent véritablement sur le champ de bataille, en ce sens. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un livre fascinant. Alors, consultez la description et commandez-en un exemplaire. Si vous m'aidez, laissez-moi simplement faire une petite promotion. L'Ordre mondial de la Russie. Merveilleux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Eh bien, merci Glenn. Ce fut une conversation intéressante.